Bonjour à tous, merci de regarder France Soir, émission spéciale aujourd'hui avant le second tour de l'élection présidentielle. Nous avons souhaité donner la parole au plus grand panel de gilets jaunes possible. Ils sont venus de toute la France, des personnes impliquées depuis 3 ans dans le mouvement et ils vont pouvoir revenir pendant cette émission sera assez longue. On va essayer de prendre le plus de témoignages pour revenir, que ce soit sur ce qui les a poussés à devenir gilets jaunes, pour réfléchir à ce qu'ils ont vécu, pour rappeler ce qu'ils ont vécu pendant ces 3 années ou plus largement sur le quinquennat. Et on parlera forcément de politique avec comment voit-il ce second tour de l'élection présidentielle. Nous allons commencer par Evelyne qui vient de Bourges. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous souhaitiez? On va essayer, ça va être des petits témoignages pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à rappeler aujourd'hui dans cette émission? La justice. La justice en toutes choses, à tous les niveaux, parce que c'est ce qui nous a fait sortir justement dans la rue, c'est les injustices. Des injustices criantes, où des gens n'avaient même pas ce qu'il fallait pour finir leur fin de mois. Et ça, c'est inadmissible dans un pays qui est riche. Le seuil de pauvreté, les inégalités sociales. Oui. C'est ça qui vous a outré au plus haut point. Oui. Et je suis d'autant plus sensible à la pauvreté que moi-même, j'ai fait partie du quart-monde pendant 4 ans. Du quart-monde, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec rien pour vivre. Suite à un accident, suite à un chômage, on s'est retrouvé quasiment sans rien. Donc on a fait partie du quart-monde, on faisait partie des plus pauvres pendant 4 ans. Alors bon, après ça s'est arrangé. Une fois que j'ai été à nouveau sur mes jambes, quoi, si on peut dire, j'ai pu reprendre mon activité professionnelle et de là, on s'en est sorti difficilement, mais on s'en est sorti. Nous avions acheté un domaine agricole que nous avions retapé. Et donc, quand les gilets jaunes ont fait signe de sortir, nous sommes sortis parce qu'on était très bien, sensibilisés à tous ces problèmes. Donc, ça vous a parlé? Ça nous a parlé, on sait ce qu'on a vécu, donc on comprenait très bien ce qui se passait. Tout augmentait, la vie était de plus en plus dure, même mes collègues de travail qui avaient du boulot arrivaient pas aux fins de mois. Donc on s'est lancé, je dirais pas dans l'aventure parce que c'est pas dire que ce soit une aventure, mais on s'est lancé dans les gilets jaunes. Et le fait d'avoir justement un grand domaine nous a permis de favoriser tout ce travail en réseau que demandaient les gilets jaunes, à savoir inviter des gilets jaunes d'autres départements. Donc nous avons reçu à la maison jusqu'à 75 personnes venues de 38 départements différents. Donc on était toujours présent en tant que gilets jaunes, d'autant plus que nous venions d'être à la retraite. Donc on a toujours été présent pour eux. On était sur les ronds-points, on était dans les manifs. On s'est fait gazer à Orléans. On a toujours été là. Et je trouve malgré vos problèmes physiques de santé, vous avez été gazé. Oui. Alors que vous étiez violente, pardon de poser la question. Absolument pas. Absolument pas violente. De toute façon, sur Bourges, toutes les manifestations qu'il y a eu ont toujours été des manifestations pacifiques. Les forces de l'ordre le savent, donc il n'y a jamais grand monde pour encadrer les manifestations. Et du coup, comment est-ce qu'on vit ces manifestations avec si vous étiez gazé, c'était quoi, des gaz lacrymogènes? Vous en aviez déjà... Vous aviez déjà vécu ça dans le passé? Non, jamais. J'ai vécu ça pour la première fois à Orléans. Et j'ai cru d'ailleurs ma dernière heure arriver parce que je suis très sensible à un tas de produits et j'ai cru que j'allais m'effondrer. Alors que vous étiez là pour vous faire écouter, pour demander à être écouté? Bah oui, on manifestait pacifiquement, on marchait puis c'est tout. On a été quand même nassés et gazés. Et ça, c'est quelque chose de vraiment d'insupportable
d'injuste, parce qu'on est quand même dans un pays démocratique où on doit pouvoir aussi s'exprimer. Vous luttiez contre les injustices et vous avez reçu une autre injustice en plus. En plus, voilà, tout à fait. Tout à fait. Avant ce second tour, comment est-ce que vous trouvez qu'on a assez parlé des Gilets jaunes? Est-ce qu'on a assez rappelé ce que vous avez vécu là? Je ne pense pas, non, du tout. Déjà, pendant la durée des Gilets jaunes, très peu de médias en parlaient. Ils évitaient déjà de prononcer ces mots Gilets jaunes. On en entend plus parler aujourd'hui. On entend dire, depuis les Gilets jaunes, il y a ceci, depuis les Gilets jaunes, il y a cela. Là, on commence à prendre en considération les Gilets jaunes, mais parce que c'est peut-être les élections. Que ce soit les militants pro Emmanuel Macron, oui, ou des membres de son parti comme Gérard Darmanin, je crois, qui disaient que Emmanuel Macron était compétent puisqu'il avait réussi à survivre à la crise des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, quand vous entendez ça, alors que vous, vos problèmes n'ont pas été résolus, pour là je dis ça parce que je suis habitué à parler avec plusieurs Gilets jaunes, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez ça? Je pense qu'il n'a rien résolu du tout, et que même s'il n'y a plus de gilets jaunes beaucoup sur les ronds-points, quoique ça reprend, ou de manifestations gilets jaunes, on est gilets jaunes dans nos têtes. On est gilets jaunes. Tous ceux qui ont été gilets jaunes restent gilets jaunes maintenant, à vie, je pense. Hein. Ils ne changent pas. Bon, ils mesurent que leur déplacement, leur manifestation n'apporte plus grand-chose, qu'il faut passer à autre chose, mais ils restent gilets jaunes. Moi, je rencontre des gilets jaunes, bon, qui ne vont plus sur les ronds-points, mais qui le disent, on est toujours gilets jaunes. Et je pense que les gilets jaunes qui ont été soutenus par plus de 70% de la population, je pense qu'il y a toujours autant de gilets jaunes. Avant ces élections, comment est-ce que vous sentez déjà que dans ce second tour, qu'il y a une union pour appeler à voter, ou comment est-ce que vous voyez les Gilets jaunes face à ce vote entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen et l'abstention, qui reste un choix? J'en vois. C'est partagé. C'est partagé. Oui, c'est partagé. C'est partagé entre l'abstention et Marine Le Pen pour virer Macron. Est-ce qu'il y a des Gilets jaunes qui pourraient voter Emmanuel Macron pour faire barrage, par exemple, au Rassemblement national? Est-ce que c'est imaginable aujourd'hui, après ce que vous avez vécu, pour des Gilets jaunes? Non. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça, non. Parce qu'il y a les législatives derrière, donc c'est pas... C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour tous les Gilets jaunes en général. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez, du coup, politiquement, en tant que, est-ce que dans cette justice sociale que vous demandez, justice fiscale peut-être, qu'est-ce que vous espérez pour demain? Peu importe le candidat qui passe. La mise en place du RIC, ça serait très bien, et que tous ces politiques qui font des annonces et des promesses, s'ils les tiennent pas, qu'on puisse les virer, tout simplement. Merci Evelyne d'être venue témoigner. Deuxième interview de cette émission spéciale avec Emmanuel, qui vient de La Roche-sur-Yon en Vendée, un village à côté, je crois. Oui, j'habite à côté des Herbiers, mais bon, on n'est pas très loin de La Roche. Donc même question que pour Evelyne, c'est surtout prendre vos témoignages, cet entretien. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à faire remonter de ce que vous avez vécu ces 5 ou 3 dernières années? 5 années avec le quinquennat, 3 avec les Gilets jaunes. D'accord, ouais. Bah écoute, moi je suis comme Evelyne, je suis sorti pendant les Gilets jaunes parce que j'ai été dégoûté. On est dans un pays riche. Il y a au début du quinquennat 6 millions de pauvres, fin du quinquennat 12 millions. Là, il y a le bilan de l'abbé Pierre qui est sorti, 4 millions de mal logés, 400 000 sans-abri, 168 morts dans les rues, froid, faim, problème de santé, quoi. Donc pour un pays civilisé, ça devient un petit peu compliqué à accepter, quoi. Voilà, quand on est un peu civilisé, qu'on a un peu d'empathie, c'est pas supportable. Donc moi, je suis sorti sur le rond-point surtout à cause de ça. Ce qui a fait cette solidarité qu'on avait besoin et qui a été retrouvée sur ces ronds-points aussi, qui était un moment convivial et d'amitié et de complicité. Ouais. Du coup, ce qui est intéressant quand on vous entend, c'est que c'est pas que une situation personnelle, c'est vraiment comme Evelyne, une connexion à un tout,
à une France qui souffre par la pauvreté ou ce genre de choses. Ouais, écoute, moi je me considérais comme la classe moyenne. Au début des Gilets jaunes, j'étais la classe moyenne. Maintenant, je suis le pauvre de chez pauvre sa mère, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, bah, j'ai fait 2 AVC, donc bah, mon salaire a vachement diminué. Hein. C'est la CPAM qui me paye en ce moment. Et ça fait 1 an et demi que j'essaye d'avoir un dossier de handicap parce que j'ai des problèmes de mémoire, tu vois, des coups de barre irréguliers comme ça. Mais bon, voilà, donc je sais pas quel est mon avenir. Et là, tu vois, maintenant, les présidentiables, là, ni peste, ni choléra, ni l'un ni l'autre. Hein. Moi, je suis abstentionniste, hein, petite parenthèse, abstentionniste militant. Donc, j'espère que les gens qui auront fait de l'abstention, voté blanc, seront dans les rues. J'aurais bien aimé qu'ils viennent dans les rues dans l'entre-deux tours, mais qu'ils viennent après pour continuer le combat et continuer à dire que c'est pas supportable tout ce qu'on vit en ce moment, quoi. Et qu'il va falloir vraiment refonder des bases saines de politique, de vie sociale, de tout ça. Voilà, donc j'appelle les gens à venir nous rejoindre si on fait des mouvements dans les rues, et bien sûr, hein. Bien sûr. Il faut continuer, ça ne s'arrête pas comme ça. Les gilets jaunes, c'est comme les sans-culottes, ça va être dans les livres d'histoire. Ça, ils pourront plus nous effacer, c'est fini. On est les sans-culottes de l'époque, sauf qu'on est avec un gilet jaune. C'est déjà historique. C'est déjà historique, ouais, par le nombre de week-ends qu'on a fait de manifs, bien sûr que c'est historique. Après, là, bon, tu vois, moi je suis tourneur-fraiseur, j'ai 52 ans, j'ai eu des problèmes de santé, et là on me demande de bosser 50 plus, quoi, en gros. On veut me repousser la retraite. Ils veulent que j'aille devant ma machine avec un déambulateur ou quoi? Je suis déjà usé à 50 ans, 65, je l'imagine même pas. Et plus je travaille, plus je produis, plus je dois travailler. Il y a un illogisme complet chez moi. Je comprends pas ce qu'ils veulent nous faire faire là. Moi, je suis tourneur-fraiseur, donc tu vois, la technologie avance. Des pièces que je mettais 10 minutes pour les faire, maintenant je mets 1 minute. Et donc je produis 10 fois plus. Mais on veut que je travaille 50 plus. Non, là c'est pas possible. On est plus productif, ouais. Mais du coup on demande de travailler encore plus. Dans les années 60, le PIB c'était 400 milliards à peu près. Aujourd'hui on est à 2800 milliards. Où vont les thunes? Monsieur Macron, vous nous cotez un pognon de dingue. C'est les riches qui nous coûtent cher, c'est pas les pauvres. Hein. Attends, le SMIC à 1000 boules, c'est que dalle. Donc des milliards, tu peux en nourrir des pauvres hein, avec ça, quoi. Voilà, donc à un moment, non. La répartition, là, va falloir quand même qu'elle se concrétise sur quelque chose. Et moi, je veux vivre de mon travail. Là, on veut nous subventionner un chèque énergie, un chèque transport, maintenant un chèque bouffe. Non, moi, je veux que mon travail suffise à moi-même. Voilà, je veux que mes revenus me permettent de vivre et pas de survivre. J'ai pas envie d'être subventionné, infantilisé par un État. Faut arrêter ça aussi. Mon travail, c'est l'argent qu'on me donne pour un effort que j'ai fait. Et je veux qu'il suffise pour que je vive. Voilà. Donc ça, c'est hors de question d'être subventionné par l'État pour vivre. Ça, c'est hors de question. Nous voulons notre liberté de vie et pas être payé pour vivre. Voilà. Quand beaucoup, les médias de masse, justement, disaient, qui ont été très critiqués par les Gilets jaunes en général, disaient que les revendications du mouvement étaient vagues et allaient dans tous les sens et tout ça. Comment est-ce que vous l'interprétez C'est vrai. Mais c'est parce que le peuple avait beaucoup de revendications. Moi, j'ai pas toutes les mêmes problématiques que d'autres. Je suis pas une femme isolée avec des enfants. Donc il y a d'autres revendications que les miennes, c'est évident. Donc comme c'était un panel de toute la population, bien sûr qu'il y avait énormément de revendications, mais c'était évident et c'est normal. Mais donc il faut prendre toutes les revendications une par une et essayer de trouver des solutions pour régler ces problématiques. Est-ce que le gouvernement le fait? Moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont travaillé beaucoup sur toutes les problématiques qu'on leur a remontées. Hein. Le débat, le grand débat. Non, heureusement qu'il y a des gens qui ont fait le vrai débat. Et puis ils ont perdu en plus toutes les données, mais on sait, on se moque de nous depuis des années et ça dure et ça dure. Coluche, quand il s'est présenté, prenez toutes les vidéos de Coluche quand il s'est présenté au présidentiel. En 81, plus de 41 ans. Et ça colle à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Violence policière, incohérence politique, corruption, fin dans des manifs avec marqué on a faim. Ça y était en 80 déjà. Donc on attend quoi? On attend qui? Le sauveur, un politique? Mais certainement pas. Moi, ma citoyenneté, c'est pas un vote. Hein. Ma citoyenneté, c'est mon travail, mes impôts, et puis mon implication dans la vie communale, quoi. Voilà, dans la vie sociale. Ça, c'est mon implication citoyenne. Je veux pas être réduit qu'à un vote, certainement pas. En plus, cette représentativité actuelle là, elle est pas bonne, quoi.
Une fois qu'ils sont élus, ils nous oublient complètement. On n'a plus de dialogue avec eux. On peut pas discuter avec eux. Même un maire, il faut 3 mois pour un rendez-vous. La plupart du temps, on est occupé. On leur propose de faire des réunions citoyennes le week-end. Ils ont pas le temps. Ben, travailler le week-end, ça va être compliqué pour eux. Nous, on travaille 24/24 en tant que gilets jaunes. Et on nous voit moins, mais on est toujours là. Et on travaille. Je vous assure qu'on travaille. Et qu'il y a plein de groupes qui travaillent. Voilà. Donc moi, depuis l'âge de 14 ans, moi je bosse. Ça fait 38 ans que je bosse. Et j'aimerais bien un moment pouvoir me poser, quoi. Et me dire que je mérite aussi ce repos. Et pas aller jusqu'à 65 ans. Ceux qui veulent aller à 65 ans, qui ont les capacités, qu'on ait une souplesse, j'ai aucun problème, moi. Il y a des gens qui peuvent pas supporter d'être inactifs. Leur boulot, c'est leur vie. S'ils ont envie de continuer, qu'on les laisse continuer. Maintenant, c'est pareil, hein, qu'on assouplisse un peu. Moi, je suis en 2-8. Me lever à 3 heures du matin, ça commence à me tirer la couenne, hein. À 50 ans, ça commence, ouais. Rentrer chez moi à plus de 10 heures le soir, ouais, ça commence aussi. Donc, à un moment, il y a des propositions qui ont été faites, hein, qu'à partir de 50 ans, on devient formateur, qu'on a moins de temps de travail, et ainsi de suite. Voilà, il y a plein d'options. Et en plus, il y a quoi, 500 000 militants dans les partis politiques? On est combien de millions de Français, combien d'idées? Combien de groupes qui ont travaillé, qui ont trouvé des idées magnifiques? Voilà, on est beaucoup plus nombreux en tant que cerveau, le peuple, et on a beaucoup plus de solutions que les 500 000 militants politiques qui existent en France, quoi. On est des millions. Vous trouvez que le gouvernement ou les politiques en général ne vous ont pas écouté, ne sont pas intéressés à ces problématiques, même après que les Gilets jaunes les aient fait remonter? Bah non, ouais. Voilà, non, ils sont dans leur tir d'ivoire, et puis ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et puis oui, je pense qu'ils nous méprisent, ou qui, en tout cas, ne comprennent pas, ou n'ont pas envie de comprendre. Après, c'est une volonté politique, hein, d'éradiquer la pauvreté. C'est une volonté politique aussi de favoriser l'écologie. Ça, c'est bien des responsabilités qu'ils prennent et des décisions qu'ils prennent. Donc là, ils peuvent pas se cacher derrière à dire on savait pas ou quoi. Non, c'est bien eux qui ont décidé que ça se passe comme ça, ouais, bien sûr. Donc à un moment, ouais, non, ils pourront pas dire qu'ils savaient pas, ils pourront pas dire que c'est pas de leur faute. C'est de leur faute. C'est eux qui ont décidé. On les a pas poussés, hein. Moi, Macron, je lui ai pas dit va te présenter au présidentiel, hein. Non, c'est lui qui a envie d'y aller. Donc maintenant, il endosse le rôle, bah, il fait le boulot. C'est pareil, hein, les cabinets conseils. Si personne trouve que c'est Est-ce que moi, je vais prendre un Pakistanais pour aller à ma place au boulot? Non, mais vous êtes pas bien, quoi. Non, mais attends, sous-traitons tout le boulot. Non, mais c'est une facilité ou quoi? Les mecs, on les paye pour bosser et eux, ils payent quelqu'un pour faire le boulot. On a le droit de faire ça? Moi, je sais pas. Si on a le droit, faut prévenir. Quoi, moi, j'étais pas au courant, hein. Bon, pour moi, le cabinet conseil, bien sûr que c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Les mecs, ils sous-traitent leur boulot. Ah bon? Avant de conclure, du coup, reparlons, vous avez rapidement évoqué, vous êtes sûr d'être pour l'abstention, du coup, pour ce second tour où vous ne vous sentez pas du tout représenté pour le choix des 2 derniers candidats, on va dire. Non, ouais, je ne veux pas légitimer ce système que je combats. Et comment est-ce que vous Moi, voyez... je prône l'autonomie, je prône l'autogestion et le local. Voilà. On n'a pas besoin... Alors moi, un président de la République, moi je veux bien qu'on ait un diplomate, super diplomate qui nous représente à l'étranger, mais un ministre, un député, un sénateur, non. Pourquoi faire tous ces gens-là? Ils nous comptent un pognon de dingue, hein. Déjà, ça c'est des dunes, et 2, ils servent à rien. Non, en local, on peut se gérer. En local, on peut se gérer. Alors il faut un représentant, il faut peut-être au niveau région, qu'on organise les régions, les cantons. Il y a des gens qui travaillent sur les cantons. Peut-être que c'est une solution. Mais après les autres, c'est rien, c'est le cloisonnement des sous-chefs, des mini-chefs, des super-chefs, voilà. On s'invente des rôles qui n'existent pas, quoi. Voilà. Faire confiance au local. C'est la solution. On se connaît, c'est la proximité, on a des solutions sur des petites catégories de population. Gérer 65 millions ou 5000 personnes, c'est pas la même. Voilà. Donc 5000 personnes, c'est jouable. On commence par la majorité, on suit par la minorité, et après le cas particulier. Là, en France, on fait la majorité, la minorité, on les oublie, et le cas particulier rentre dans le cadre, ou sinon, bah, crève. Voilà. Il nous faut des cadres, oui, mais flottants. Et le cas particulier est hyper important, puisqu'on rentre pas dans tous les cadres. Et si en France, malheureusement, on rentre pas dans un cadre, bah, on n'a plus qu'à crever la bouche ouverte. Et ça, c'est plus supportable. Il faut que maintenant, on nous écoute. L'individu est important. Voilà, moi, c'est ce que je prône, en tout cas. Voilà, c'est pourquoi j'ai été gilet jaune et pourquoi je suis toujours gilet jaune et pourquoi je ne lâcherai rien et que je combattrai ce système jusqu'au bout.
Il y a des possibilités, il y a plein de choses, il y a plein de gens, plein de groupes qui ont réfléchi et plein de propositions. Maintenant, si on ne veut pas les écouter, bah, ça les arrange de ne pas les écouter. Voilà. Merci Emmanuel d'avoir témoigné. Merci. Merci à toi de nous avoir invités, Romain. Nous sommes maintenant avec Nadine, qui vient également de La Roche-sur-Yon, de Vendée. Bonjour Nadine. Bonjour Romain. Alors du coup, vous souhaitez davantage parler de ce que vous avez vécu au sein des manifestations. Vous étiez sur Paris, vous avez vécu, vous avez vu le Fouquet, ce qui s'est passé, vous avez vu aussi les violences policières. Je vous laisse en parler. Oui, j'ai assisté à beaucoup de manifestations sur Paris, malgré que j'étais dans les Landes à ce moment-là. Donc j'ai assisté à pas mal de violences policières, de choses qui ne sont pas vivables, parce que de toute façon, les Gilets jaunes, dans la première heure, étaient des Gilets jaunes pacifiques, sont toujours des Gilets jaunes pacifiques. Ils ont beaucoup de revendications à faire. Et c'est lamentable de dire que c'est des voyous, alors que ce n'est pas le cas du tout. On est vraiment des gens pacifiques, on a des revendications à dire, on a des choses à faire, et c'est dommage de les traiter comme des voyous ou des gens qui sont des gens qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui vivent au crochet de la société. Et c'est absolument faux, c'est des gens qui revendiquent leur pouvoir d'achat, leur liberté aussi, parce que c'est aussi important. On n'est pas des esclaves, on est des êtres humains, et on est considérés comme des esclaves à tout moment. On doit travailler, on doit faire ce que dit la loi, alors que la loi, en fait, c'est le peuple qui les respecte le plus. C'est pas le gouvernement, c'est le peuple qui respecte plus les lois que le gouvernement. Et nous, on n'est pas là pour la violence, on est là parce qu'on n'en peut plus, c'est tout. Voilà, on subit tellement de choses à longueur de journée, à longueur de notre vie, pour que ça cesse. Voilà, c'est plus possible. La violence, du coup, comment est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que les policiers réagissaient peut-être à de la violence, parfois de certains gilets jaunes? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu beaucoup de gens se faire tabasser, c'est sûr, d'avoir des lacrymos en permanence, de pas aller là où on voulait, parce que de toute façon, les manifestations sont autorisées, c'est dans les droits de l'homme, et je vois pas pourquoi on a essayé de faire en sorte que les gens ne puissent pas être dans la rue, montrer leur désarroi et leurs revendications. C'est totalement inadmissible. Simplement parce qu'on gênait, c'est tout. On gênait énormément. C'était totalement imprévu qu'on descende dans la rue, mais à un moment donné, je pense que les gens en avaient tellement ras-le-bol qu'ils sont descendus dans la rue. Et ça, je pense que ça gênait beaucoup. Le nombre, vous pensez qu'ils essayaient de repousser le nombre de personnes qui... Le maximum de gens, parce que de toute façon, ils ne voulaient pas. Et je pense que c'était totalement inattendu que autant de gens soient dans le désarroi et dans la souffrance, qu'ils ne s'attendaient pas du tout à avoir autant de gens descendre dans la rue. C'est une évidence. Donc je pense qu'ils n'étaient pas... ils ont été totalement surpris et ne s'attendaient pas à ça. Vous avez été agressé vous-même? J'ai failli recevoir, oui, effectivement. Mais des coups de matraque, oui, effectivement. Des coups de matraque. Dans une manifestation. Menacé par des coups de matraque? J'ai eu 2 gendarmes, enfin, je ne sais pas si c'est des gendarmes, c'était des gens de la BAC. J'en avais 2 autour de moi et qui me menaçaient avec une matraque, évidemment. J'ai réussi à m'échapper, tant bien que mal. Alors que vous avez l'air très dangereuse. Énormément, oui. Énormément dangereuse. Voilà. Ça a affecté votre rapport à la police depuis? Pas du tout, parce que je fais la différence entre ces gens-là qui sont à qui on ordonne justement de faire du mal aux gens et d'autres policiers qui ont les mêmes réflexions que nous et qui ont sûrement envie d'être gilets jaunes aussi, mais qui peuvent pas. Nous étions il y a quelques semaines avec des policiers à Marseille et qui effectivement nous disaient que le problème était notamment l'administration. C'était des syndiqués, et qui expliquaient qu'eux-mêmes se battent pour que l'administration change. Et selon eux, l'administration comme les politiques ne veulent pas faire changer les choses. C'est selon eux. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti
Ah oui, totalement, parce que de toute façon, déjà, ils obéissent à des lois qui ne sont pas du tout légales, mais eux ont des ordres et aussi leur boulot à tenir aussi, parce qu'ils ont des familles à nourrir. Moi, je le conçois très bien. Hein. Je ne suis pas totalement en accord avec ce qu'ils font, mais des fois, ils n'ont pas le choix. Donc, on ne peut pas les incriminer non plus. On ne peut absolument pas leur dire que ce n'est pas des humains, mais simplement qu'ils ont une vie, ils ont une famille à nourrir et que s'ils n'obéissent pas, ils perdent leur boulot. Effectivement, ils ont aussi signé une charte qui leur permet de ne pas obéir aux lois illégales, ce qui se fait actuellement. Mais ils n'ont pas le choix. Dans l'immédiat, ils n'ont pas le choix. Dans l'instant, ils n'ont pas le choix. Et je les comprends très bien. Je ne suis pas contre la police. Une police, il en faut. Il faut des gens qui fassent régner la loi, qui s'occupent aussi du peuple, parce qu'ils sont là pour soutenir le peuple, pour les défendre, mais pas pour les matraquer, évidemment. Est-ce que ce que vous avez vu sur Paris, est-ce que ça vous a... On voyait certains intervenants dans le documentaire Un Peuple qui est sorti très récemment. Ces intervenantes disaient qu'elles étaient traumatisées parce qu'elles avaient vécu des violences sur Paris, de ce qu'elles avaient vu. Comment est-ce que vous étiez après ces manifestations ? Mais, moi, ça m'a beaucoup choquée. C'est inhumain ce qui se passe. Mais effectivement, moi, j'ai continué à manifester parce que j'avais pas peur. Parce que vous retourniez malgré... Ah oui, parce qu'il fallait absolument être là, se montrer qu'on n'est plus d'accord avec ce système et qu'il faut absolument le changer. Voilà. Malgré ça, moi, je préfère mourir debout que mourir à genoux. Voilà. Et là, est-ce que ces élections, avec le second tour qui est, ou avec un autre premier tour, est-ce que ça aurait pu amener ce changement de système, ou est-ce que c'est des idées encore plus loin finalement ? Non, ça ne changera pas ce système. Il faut un autre système. Oui. Et c'est ce qu'on veut. Quelle que soit la personne qui va être là-haut, élue, hein, ça ne changera rien. On sera toujours à la même enseigne de toute façon. On sera toujours considérés comme des sous-peuple et des sous-citoyens aussi. Et non, ça sera toujours la même chose. Il faut vraiment combattre ce système et justement construire un contre-système. On est là pour ça et il faut le faire. Une question politique, vous y répondez ou pas, parce que ici, j'ai invité le plus grand panel que je pouvais au niveau de la France, mais je ne souhaite pas faire... obliger les gens à parler de politique, mais du coup, si ça vous intéresse, petite question politique, est-ce que par rapport à ce que vous dites, là, si on dit c'est impossible d'avoir un consensus politique au niveau des Gilets jaunes, comment est-ce que vous le voyez ? Parce qu'il y a quelques porte-paroles ou certaines personnes qui avaient une certaine célébrité sur les réseaux de Gilets jaunes qui avaient incité à voter pour tel ou un tel ou à s'abstenir. Tout à l'heure, Emmanuel défendait ses idées. Est-ce qu'on peut imaginer un consensus de Gilets jaunes pour les élections de dimanche, ou est-ce que finalement ce serait même un piège si c'est pas pertinent par rapport à ce que vous dites, ces élections ne seraient pas pertinentes pour le changement de demain ? Moi, je déduis qu'on a donné au peuple le droit de voter simplement pour la fermer. Voilà. D'accord, donc c'est encore plus loin. Selon vous, oui. ça n'est pas démocratique. C'est que non, on a permis aux gens de voter après la grande... ce qui s'est passé après à la Grande Révolution. On leur a octroyé le droit de voter justement pour éviter qu'on refasse des révolutions. Et on s'est dit, on va leur donner le droit de voter simplement pour les faire taire. Pour se sentir utiles. Ils vont se sentir utiles, ils vont voter, ils vont désigner des gens en qui ils croient, mais c'est même pas le cas. C'est simplement, moi je pense qu'on a donné le droit de voter simplement pour qu'on puisse la fermer. Désolée, c'est mon avis. Donc moi je ne vote pas, je veux pas rentrer dans ce système et il est hors de question que au deuxième tour je vote aussi. Je suis Pour militante. vous, c'est un jeu dans lequel les Gilets jaunes en général ne doivent pas tomber ? Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je respecte totalement leurs décisions. Parce que, de toute façon, avec ce que prônent les médias et aussi avec tous ces gens qui font leur campagne, ils pensent, ils donnent
l'illusion qu'ils vont changer les choses, mais c'est pas le cas. Je pense simplement qu'ils ont envie d'avoir le poste et on ne sera jamais représenté par quelqu'un de sincère. Les gens ne travaillent pas. Ces gens n'ont jamais travaillé, n'ont jamais gagné leur vie à la sueur de à leur sueur. Ils n'ont jamais bossé, ces gens-là. Ils sont nés vraiment dans un confort et ça serait bien que ce soit des gens qui ont vécu la misère, qui ont vécu l'expérience du travail, qui soient représentants du peuple. Il faut qu'ils arrêtent le cabinet McKinsey, qu'ils prennent le cabinet Gilets jaunes, du coup. C'est ça. D'accord. Parce qu'on est de bons conseils. Voilà. Merci Nadine. Petit aparté, dans ces interviews en plateau, on a souhaité prendre l'avis de Rémi Monde, que vous connaissez bien pour avoir organisé, si je me trompe, où tu as été porte-parole du Convoi de la Liberté en février dernier. Parce qu'avant le Convoi de la Liberté, vous avez été dans les Gilets jaunes. Mais voilà, si vous souhaitez parler du Convoi de la Liberté, c'est libre à vous. On vous écoute. Ah, bah, surtout déjà rappeler c'est presque 4 ans de lutte, hein, parce que justement après 4 ans, on a vu un petit peu qui on avait affaire. On a subi des violences illégitimes vraiment de toutes parts. Ça a été vraiment une épreuve pour beaucoup. Ça a été vraiment une révélation pour d'autres. En attendant, ça a été aussi une lourde épreuve pour beaucoup qui ont subi éborgnement, arrachage de mains, vie détruite. Donc, je pense que c'est davantage important de le rappeler justement à l'aube de ce deuxième tour, ne pas oublier justement ce qu'on a subi pendant ces 4 ans. Et on l'a vu encore hein, avec le Convoi de la Liberté. Je pense que ça a pu mettre vraiment la lumière sur ces violences-là, étant donné que on était vraiment dans une attitude très très pacifiste et le message allait vraiment dans ce sens, étant donné qu'on rappelait justement qu'on était pacifiste, qu'on venait en paix, qu'on venait pour nos libertés, et on a été accueillis vraiment de façon très très violente, avec la police qui a cassé des vitres, qui a sorti des enfants des voitures, qui ont gazé des personnes d'un certain âge, qui auraient pu être leurs parents, leurs grands-parents, et pour beaucoup, puisque c'était quand même très centré sur le pass numérique, pour beaucoup, ça a été la surprise. Ils s'y attendaient absolument pas. Certains n'avaient pas participé aux Gilets jaunes, n'étaient jamais allés à Paris et ont découvert vraiment cette violence lors de ce convoi. Ça a permis à certains au moins de pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui se passait vraiment et réellement. Pour rappel, vous avez vu par exemple ceux qui étaient verbalisés juste pour avoir un drapeau français, même c'était même pas un gilet jaune, c'était un drapeau français. Vous avez vu ces personnes-là ? Ah ouais, c'était vraiment hallucinant de voir que justement ils fouillaient les sacs à la recherche de drapeaux. Des drapeaux ont été arrachés, piétinés par la police. Et là, justement, on parle pas de gilet jaune, même si c'est complètement idiot de piétiner un gilet jaune de la même manière. Mais là, on parle quand même de notre drapeau français. Symboliquement, c'est grave de voir quelqu'un qui est censé représenter l'ordre, la loi et la paix, s'emparer du drapeau pour le piétiner. C'est tout un symbole quand même. Donc, pendant les Gilets jaunes, justement, on nous avait fait tout un speech sur une statue en plâtre qui avait été cassée, le symbole français de la Marianne, etc. Et on se retrouve avec une police qui n'hésite pas à piétiner notre propre drapeau. Là, je pense qu'on est en mesure de s'inquiéter. Et vous le rappelez, vous manifestiez pacifiquement, parce que beaucoup disent les Gilets jaunes, ou même ce mouvement-là avait un but, il y avait une certaine violence, il pouvait dire qu'on n'avait pas le droit de bloquer les routes comme vous prévoyez de le faire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, on a toujours été pacifique, on a toujours été dans les discussions, que ce soit pendant les Gilets jaunes ou le convoi. Moi, je me souviens, pendant les Gilets jaunes, que ce soit des blocages de ronds-points, des occupations, des moments de tractage, on a toujours eu un contact avec la police locale, voilà, qui venait vers nous, on ouvrait une discussion. Et c'est vrai que petit à petit, au fur et à mesure du temps, on a senti que le ton montait et on n'avait plus du tout les mêmes attitudes en face, mais à chaque fois, nous, on est resté dans une attitude pacifiste. Et il faut rappeler que nous, on arrive avec soit un gilet jaune, soit un drapeau français, ou peu importe.
mais on n'est pas là armé, je veux dire. Donc la violence, elle ne vient jamais de notre côté. Et puis pour le convoi, c'était vraiment important pour nous tous de porter un message vraiment pacifique, en disant qu'on n'était pas là dans un objectif de blocage, de destruction. Et on a parlé avec toutes les corporations, les mouvements. On sait qu'il y en a certains qui sont un petit peu plus durs et qui eux aussi se sont tenus. Et heureusement qu'ils ont été présents, puisqu'ils ont joué un rôle de protection de la population quand ils ont commencé à envoyer des gaz sur des personnes âgées qui s'attendaient pas du tout à ça. Donc le message a toujours été le même dans l'esprit du pacifisme, et la réponse, malheureusement, elle est aussi la même, c'est-à-dire dans la violence, et dans une violence qui se justifie pas. Aujourd'hui, donc pour demain, dans cette émission, là on fait cette interview en visioconférence au lendemain de toutes les interviews que vous regardez sur le plateau. Donc on a vu qu'il n'y a pas de consensus gilet jaune en général et que là les gilets jaunes se retrouvent beaucoup à devoir être partisans et rappellent qu'ils sont apartisans même s'ils sont politiques. C'est-à-dire que dans les actions, vous êtes politique, c'est un mouvement qui est historique par son action, ce sont des citoyens qui ont rappelé leurs conditions de vie, c'est politique. Donc, comment est-ce que vous voyez voilà, les Gilets jaunes, votre C'est mouvement? très bien de rappeler que ce mouvement, justement, est apartisan, et de faire justement la différence entre être apolitique et apartisan. Quand on est apolitique, enfin, on n'est pas apolitique justement, puisqu'on prend des positions sur la politique qui est menée et on engage notre parole, notre vision sur un terrain politique. Et donc, on est politique, enfin, on est dans l'aspect politique. Par contre, on est apartisan. Et c'est ce qui a fait la force de ce mouvement, c'est de se dire que on est des êtres humains, on se bat pour un mieux vivre, pour un monde meilleur, pour l'assiette, pour nos enfants, pour nos libertés, et que tout ça, justement, tous ces partis politiques doivent rester bien loin de ce mouvement pour éviter toute reprise. Et là, c'est vrai que c'est assez surprenant ce qui se passe, parce que on voit que parmi les gens qui composent ce mouvement aujourd'hui, eh ben, clairement, on prend position. Alors, c'est vrai que c'est aussi historique ce qui se passe en face. On a quelqu'un qui nous a chargé, qui nous a violenté, qui nous a manqué de respect, clairement, hein, par ses mots et par ses actes. Donc, je comprends qu'on n'en veuille absolument plus. Mais de l'autre côté, on prend position en essayant de vendre un nouveau candidat, tout en sachant que de l'autre côté, dans les ronds-points, dans les discussions, on avait bien compris justement c'était important de rester en dehors de ces partis politiques. Pourquoi? Parce que on a la sensation que ce sont des marionnettes. On est un spectacle, la marionnette ne nous plaît pas, on change de marionnette, mais en fait, c'est le marionnettiste qui pose problème. Et le marionnettiste, lui, il se présente pas aux élections. C'est ceux qui tirent les ficelles. On parle de l'Europe, on parle souvent du nouvel ordre mondial. Je pense que c'est plus à censurer, puisque c'est même dans la bouche de nos politiciens. Euh, Ils essayent de nous imposer des choses et on voit bien qu'ils mènent une politique qui leur est ordonnée. Une politique, qu'elle soit européenne, qu'on l'a vu avec les retraites, on l'a vu avec les mesures sanitaires. Donc on voit qu'on nous impose des choses et que nos dirigeants, eux, ne sont pas en capacité, ou en tout cas n'ont pas la volonté de répondre en disant bah non, nous on est avant tout une nation française, on va pas forcément suivre le dictat de l'Europe, mais non, ça se passe absolument pas comme ça. Et je rappelle quand même aussi une chose au niveau des votes, je trouve que on a beaucoup évolué et on est en train de s'américaniser. Moi, c'est un constat. Avant, on avait un isoloir, on allait voter dans l'isoloir et le vote de chacun était propre à chacun. On n'en parlait pas forcément dans les familles, sur les comptoirs. C'était pas un sujet tabou non plus. On pouvait parler de nos idées, mais il y avait une certaine pudeur envers les choix qu'on pouvait faire politiques. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on affiche tous pour qui on a voté. C'est limite si on ne devrait pas s'américaniser et planter un drapeau ou une pancarte devant notre allée en disant votez un tel. Voilà. Et je trouve ça vraiment consternant et assez effrayant. Donc là, vous êtes contre clairement que les Gilets jaunes fassent un appel à voter pour un tel ou pour un tel, ou même pour l'abstention en général, quoi. Moi, je pense qu'on doit laisser le libre arbitre. Justement, on n'arrête pas de se plaindre d'être sous influence médiatique. Et là, on essaye d'influencer les votes des uns et des autres.
finalement, on rentre un petit peu dans leur jeu. Ce qu'on attend d'un mouvement social qui réussit, et c'est pour ça que ça réussit, c'est qu'on est resté en dehors de ces questions. Mais alors, qu'est-ce qui est pertinent selon vous? Parce que c'est bien d'en discuter comme on fait là, d'échanger sur des points de vue sans forcément appeler à voter pour un tel ou pour l'abstention, ou ce genre de truc. C'est c'est bon, comment vous le voyez, cette discussion politique? Parce que les Gilets jaunes, c'est ça, c'est la discussion aussi. Ben, c'est partagé entre nous, hein. C'est partagé entre nous quand on a ces questions-là. Moi, je reste un petit peu sur mes positions, à dire que voilà, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. J'ai l'impression qu'on court Non, non, après mais ce que je veux dire, pardon, ma question, c'était, parce que je comprends bien je comprends bien votre point de vue, mais du coup, comment est-ce que vous voyez les discussions comme celles qu'on fait là sur le plateau, où on n'appelle pas forcément à voter pour quelqu'un? Ah ben, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une discussion, justement, un échange comme celui-là, comme celui que j'ai eu aussi également sur différents lives, où justement une sorte de contre-parole est en train de se mettre en place pour rappeler un petit peu les fondamentaux des Gilets jaunes et des mouvements sociaux en général, à se dire que ben voilà, nous c'est pas notre position de dire que c'est pas notre rôle en fait d'appeler à voter pour un tel ou pour un tel. Donc on voit quand même qu'il y a une petite évolution, il y a un contre-pied qui se met en place et c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. On commence à parler aussi des législatives et là ça devient intéressant parce que on peut y mettre du citoyen dans les législatives. Donc c'est une question peut-être qui sera plus intéressante de s'emparer que celle des élections présidentielles qui aujourd'hui sont bouchées. C'est certain que d'avoir un échange qui est un petit peu différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui au travers des réseaux sociaux et on peut avoir même dans la vie en général, ben, ça fait du bien parce que justement notre avis politique justement n'a pas forcément sa place aujourd'hui dans les mouvements sociaux. Et c'est justement ce qui a fait la richesse de ces mouvements sociaux, c'est qu'on a pu rester dans une certaine forme d'humilité, de retrait par rapport à ça. Parce qu'on sait c'est la diversité et de la tolérance au sein d'un même mouvement. C'est ça. Et c'est ce qui a fait cette richesse, c'est qu'à un moment donné, à l'image du terrain de foot, où on va jouer avec les copains, on leur demande pas pour qui ils ont voté ou pour quel parti politique ils préfèrent ou quelles idées se rapprochent les plus des leurs. Quand on va jouer un match de foot, on joue avec les copains et puis on met ça de côté. On met vraiment ça de côté. Et bien là, c'est pareil. On se bat pour une idée commune. Et si ça marchait, justement, c'est qu'on est resté en dehors de toutes ces discussions politiques. Alors, je lisais un article, justement, entre deux, qui disait que, justement, des Gilets jaunes, un groupement de Gilets jaunes a été interviewé sur le sujet. Et il disait, justement, qu'il ne pouvait pas voter Macron avec ce qui venait de se passer. Et je l'entends totalement. Et pour certains, justement, ils étaient tiraillés sur le fait que, entre blanc, abstention et voter plutôt Marine Le Pen, ça posait quelques problèmes, mais ils arrivaient quand même à mettre ça de côté, à clore la discussion. Et on voit que justement, quand on arrive à être assez intelligent pour clore la discussion et passer à autre chose, parce qu'on sait qu'on ne sera pas d'accord sur le sujet, là c'est sympa. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on sait, c'est un défouloir énorme. La parole se libère très vite. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune pudeur à ce niveau-là. Et on va même jusqu'à accuser quelqu'un qui n'irait pas dans le même sens, d'aller dans le sens d'Emmanuel Macron ou d'aller dans le sens de Marine Le Pen. Et je trouve ça vraiment très dommage. Donc une émission comme ça, où on peut avoir justement une libre parole et on peut avoir son avis en fait personnel et mettre ces questions un peu de côté, et ça fait du bien. On continue cet entretien avec une figure plus connue que les trois intervenants qu'on a pu avoir avant, Adama Traoré. Alors, pour préciser, on a invité pas mal de monde dans cette interview, des gens qui étaient assez médiatisés comme toi. On n'a pas pu inviter tout le monde, parfois c'était... voilà, on s'est organisé comme on a pu, donc le but c'est d'avoir un panel, et Adama Traoré a répondu à cet appel qu'on a lancé. Pouvez-vous me représenter déjà qui vous êtes et comment vous êtes venu? Alors vous, il faut rappeler que vous êtes venu pour faire le lien entre les quartiers, pas forcément pour faire le lien, mais vous en êtes venu à faire le lien entre les quartiers et les Gilets jaunes. Oui. Déjà tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation, car ça fait plaisir de pouvoir porter la voix quand même des quartiers et des cités,
car on est des gilets jaunes depuis plus de 40 ans, car la révolte sociale du gilet jaune reste une révolte sociale, et par rapport au fait qu'on m'a contacté dans les 4 coins de la France pour rejoindre des gilets jaunes, soit dans des manifestations, soit dans des débats télévisés, ou soit sur Internet, prouve qu'aujourd'hui les quartiers et les cités ont toute leur place dans la révolte sociale du gilet jaune. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je pense être un gilet jaune dans le cœur? C'est que j'ai été à 2 reprises à Toulouse, et lorsque j'entends des discours tels que on s'est matraqué, on s'est gazé, on s'est chassé, on s'est éborgné, j'ai peur d'aller manifester, je suis seul avec 3 enfants, je suis une femme isolée, normalement j'ai toute ma place dans les manifestations, mais j'ai peur du policier qui est en face de moi, car je sais qu'à tout moment il peut me gazer, il peut me chasser, et qu'il le vive réellement. Et que lorsque moi je marche avec des gilets jaunes à Toulouse, au bout de 500 mètres, on se fait gazer, on se fait chasser comme jamais de ma vie je l'ai vu, moi, dans des cités ou dans des quartiers. La vérité, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je pensais pas qu'en France, la police nationale pouvait gazer, chasser, parlons cru, hein, des Blancs. Je pensais pas. Comme ça, devant mes yeux, je pensais que c'était que nous, les jeunes de quartier, de couleur ébène, d'origine berbère. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, qu'il y avait cette différence Moi, je pensais qu'il n'y avait que nous, dans les quartiers, dans les cités, on pouvait être victime de cet autoritarisme d'État. Car on était déshumanisés à longueur de journée à travers les canaux médiatiques. Mais lorsque je suis allé à l'invitation des Gilets jaunes de Toulouse, qui est un grand soutien à eux. Avec mai 68, il y avait pourtant eu des violences entre les policiers. Ouais, mais moi, en mai 68, j'étais pas né. Mon père, il n'était pas en France. Moi, je parle de ce que je connais, ce que j'ai vécu. Car des émeutes, j'en ai connu dans mon quartier, dans ma cité. Et j'ai connu aussi une répression policière. Et la répression policière que j'ai pu vivre, moi, à titre personnel, invité par des Gilets jaunes à Toulouse, ça m'a choqué. La répression policière que j'ai pu vivre, invité par des Gilets jaunes à Paris, ça m'a plus que choqué. Et la violence policière, l'impunité policière que j'ai vécue à Lille, ça m'a coupé de toute inspiration à m'organiser politiquement, institutionnellement, c'est-à-dire dans le régime républicain. J'ai compris que tout partira de la rue, mais en bonne intelligence, ensemble, unis, un et indivisible, empreint de connaissances techniques, juridiques, historiques, pour vraiment démontrer à tout un chacun que le français n'a pas de couleur. Le français a des principes humanistes, et que tous ensemble, un et indivisible, on peut vraiment pointer du doigt ce régime républicain. Et autrement dit, la politique qu'a menée Emmanuel Macron, qui a fait que de stigmatiser les gilets jaunes, mais aussi les jeunes de quartier, les jeunes des cités, les personnes de confession musulmane, les personnes qui habitent dans des zones reculées, comme moi, Aulnay-sous-Bois, les 3000, plus de 20 000 habitants. Et chaque semaine, il y a des faits divers. Encore la semaine dernière, il y a eu des émeutes très violentes, où ils ont fait reculer à plus de 1 km les policiers. Donc voilà, des réalités que je vis moi au quotidien, dans mon quartier, dans ma cité, car je suis très actif dans tout ce qui est le tissu social. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai point à faire entre les quartiers et les villages, entre les gilets jaunes et les banlieusards, entre les personnes de cité et de quartier et toutes les zones rurales, pas la zone rurale, les zones rurales. Car moi, je pense aux Corses, je pense aux Bretons, je pense aux Normands. Ils ont une histoire bien spécifique si on connaît l'histoire de la France. Et aujourd'hui, si on rate ce virage, si on rate ce rendez-vous entre le peuple français et la majorité silencieuse, on répond aux appels de la haine, des sirènes de la haine, de la droite identitaire ou de la droite capitaliste qui est représentée par Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le gros travail de fond qu'ont mené les Gilets jaunes constituants, les Gilets jaunes qui ont créé des pages Facebook afin de créer ce dialogue entre des Français et des Françaises, sans ça, ils étaient vraiment cloîtrés dans leur village ou dans leur quartier, où ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir exprimer leur colère qu'ils avaient dans leur cœur. Et bien, si aujourd'hui, on répond à ces appels de ces partis politiques, on rentre dans ce jeu républicain, on va voter pour la droite identitaire, pour la droite capitaliste, pour moi, à titre personnel, on a raté notre évolution philosophique. Car la France sera divisée à jamais. Et là, quand j'en parle, j'en tremble. Car moi, je connais la dangerosité de la droite identitaire. Moi, je connais la dangerosité de toute cette stigmatisation que nous subissons depuis près de 40 ans dans les quartiers et dans les cités. Et les Gilets jaunes, ils l'ont subi. Car nous, lorsque tu vas dans certains endroits du territoire français, tu es stigmatisé. Cette stigmatisation peut amener au racisme et à la discrimination. Les Gilets jaunes ont vécu la même chose. Prends un gilet jaune, va sur les Champs-Élysées un samedi après-midi. Je te promets, tu te fais contrôler au bout de même pas 5 minutes. Donc cette stigmatisation, ils l'ont subi. Le fait que lorsque tu vas à une manifestation déclarée, tu te fais nasser, tu te fais prendre des amendes de 135 €.
Je l'ai vécu. On a fait l'appel du 11 septembre. François, ils ont même fait un bel article par rapport au 11 septembre. J'ai fini en garde à vue. Je suis arrivé à 10h, à 10h15, j'étais en garde à vue. Donc, ils connaissent c'est quoi cette stigmatisation, les gilets jaunes. Aujourd'hui, ils peuvent pas voter pour une droite identitaire qui part du principe de stigmatiser tout ce qui représente pour eux l'étranger, l'intolérable. Pour vous, ça le vous quartier, fait... la cité. Ça, c'est le message important que vous avez aujourd'hui. Enfin, pour vous, c'est que ça vous fait peur que les Gilets jaunes appellent à voter pour le Rassemblement national. Ça me fait peur par rapport à la révolte sociale qu'ils ont réussi à créer, qui a dépassé les frontières de l'Hexagone. Les Gilets jaunes aujourd'hui sont pris en exemple sur le territoire du globe. Parlons cru, parlons clair, parlons simple. Je n'ai jamais vu un jeune de quartier, un jeune de cité dénigrer ou salir la révolte sociale du Gilet jaune, qui est tout simplement légitime. Et que pour une simple élection présidentielle de 2022, où moi j'ai marché avec des Gilets jaunes, à longueur de journée, apolitique à partisans, apolitique à partisans. On m'a même diabolisé par rapport au fait que moi, je me suis organisé dans mon quartier, dans ma cité, politiquement, pour essayer de sortir de la galère, les gens dans le domaine du logement social, privé, une réelle politique d'inclusion des personnes en situation de handicap, une réelle politique d'inclusion des personnes d'origine étrangère. Car bien sûr, il y a une réalité. Il doit y avoir une politique qui doit être menée, mais pas dans la stigmatisation. Et les Gilets jaunes sont les mieux placés pour comprendre que cette stigmatisation ramène à des blessés, des mutilés, des éborgnés, des morts, psychologiques et physiques. Et me dire que tout ce beau travail, je l'ai vu. Demain, je ne l'aurais pas vu. Demain, je ne l'aurais pas vécu. Demain, je n'aurais pas été accueilli à Pau. Je n'aurais pas été accueilli en Vendée. J'aurais pu dire, oui, c'est vrai, on fait compte, cette France, elle est raciste, cette France, elle est xénophobe, cette France, dès qu'elle peut partir chez Marine Le Pen, elle court, elle va voter, elle pense que Marine Le Pen, non. Moi, j'ai vu des Gilets jaunes, ils disaient tout, sauf les politiques. Tout, sauf donner notre voix à ce genre de politiques politiciennes qui sont là depuis de nombreuses années, qui nous divisent avec nos différences. Et moi, je rêve qu'on puisse faire mentir tous ces médias, qu'on puisse faire mentir tous ces militants identitaires de gauche comme de droite. Hein. Il y en a dans les deux côtés. Il faut comprendre que la France, elle est mieux que ça. On a une histoire, on a des valeurs, on a des principes. Et que si on fait que un et indivisible, on s'organise sur le terrain, qu'on crée un pouvoir ascendant, je vous promets, monsieur, qu'on peut réellement faire bouger les choses. Et croyez-moi, c'est de ça qu'a réellement peur le régime républicain. L'union des cités et des villages. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. À titre d'exemple, vous pouvez vous renseigner. C'est quoi? Ils ont des intérêts communs, du coup, les villages, donc les Gilets jaunes en général, et les quartiers. Il y a un tronc commun. Bien sûr, même s'ils n'ont pas beaucoup manifesté ensemble. C'est la même sociologie, sauf qu'on ne s'est pas rencontrés au même moment. Car nous, ça fait depuis 83, on crie haut et fort que dans nos quartiers et dans nos cités, il y a une politique qui est menée, qui part de l'État et qui est véhiculée dans les déconcentrations, car l'école est quand même faut en parler, et les décentralisations avec les collectivités territoriales, qui fait qu'aujourd'hui, dans nos quartiers et dans nos cités, on a dû créer des systèmes parallèles pour s'en sortir, et c'est des réalités. Et moi, j'en suis le fruit. C'est ce que font les Gilets jaunes aussi beaucoup aujourd'hui. Voilà, créer des liens sociaux. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, on a tout, on a la même sociologie. On n'aime pas la politique. On veut se représenter par nous-mêmes. On a subi des injustices. On a été stigmatisé au point qu'on a même peur aujourd'hui d'aller manifester. C'est que on est tellement acculé par ce système autoritaire, on pense que seul on ne peut pas. Donc on se replie sur nous-mêmes, on devient individualiste. Aujourd'hui, on a la même sociologie, on a les mêmes caractéristiques du mépris de l'État autoritaire. Mais donc, pardon, mais c'est parce que c'est très intéressant, on l'entend peu, le point de vue que vous... voilà, il est exprimé par beaucoup de jeunes de quartier et de cité. Nombreux de quartiers de quartier de cité expriment ce rapprochement qu'on peut avoir entre les cités et les villages. Et du coup, beaucoup là vont dire la cassure est déjà là entre les quartiers et on peut dire le reste de la France, je sais pas comment dire... Voilà, vous dites c'est faux. Ah oui, c'est faux. Ceux qui croient que la cassure est déjà là, et parce qu'il y a des Gilets jaunes qui, moi j'avais vu vos vidéos, je la découvre pas là, tout, qui me disent que les quartiers ne sont pas venus manifester avec les Gilets jaunes, n'étaient pas présents, donc tant pis, on va voter tout, parce qu'il y a une vraie peur de revoter Emmanuel Macron. Donc, mais là, cette question, vous dites, n'abandonnez pas, on peut faire la réunion plus tard. C'est pas la réunion, on peut faire une révolution philosophique. Car une révolution philosophique, c'est l'amour de la sagesse, qui peut que ramener à la paix. Et pour ça, à un moment donné, il faut aussi des appels de phare qui soient dans les deux sens. Dans le sens, c'est quand j'ai pu vous l'expliquer au préalable, jamais, je vous invite à aller regarder des jeunes de quartier, des jeunes de cité, intègres, humanistes, non politisés, dénigrer la révolte sociale du Gilet jaune. Ça n'existe pas. Le meilleur appel de phare qu'on peut faire
à tous ces quartiers afin de rejoindre la révolte sociale du Gilet jaune, c'est de démontrer que par un vote abstentionniste, par un vote blanc, on dénonce ce régime républicain qui est vertical, qui est dominant et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a plus d'espoir. Et l'article 3 de la Déclaration de l'homme et du citoyen permet à tout un chacun qu'on puisse s'organiser afin de lutter face à l'oppression. Et là, on est en plein dedans. C'est quoi l'oppression? C'est lorsqu'on n'a plus d'espoir. C'est simple la définition. C'est lorsque tu n'as plus d'espoir d'avoir un logement décent. Lorsque tu n'as plus d'espoir de joindre les deux bouts. Lorsque tu n'as plus d'espoir de remplir ton frigo. Lorsque tu n'as plus d'espoir de donner réelle instruction à tes enfants. Lorsque tu n'as plus d'espoir de reconnaître ton pays. Car bien sûr, aujourd'hui, notre France, elle est bazardée par les capitalistes et en tête de file, Emmanuel Macron. Bien sûr, moi, quand je vois ma France, à travers les canaux médiatiques, on veut faire croire que notre France, elle est raciste, que notre France, elle est en guerre, que notre France, elle est en guerre civile. Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal quand je suis invité en Italie, on me dit qu'est-ce qui se passe en France. Moi, ça me fait mal quand je suis invité en Hollande, on me dit qu'est-ce qui se passe en France. Moi, ça me fait mal quand mon père me dit qu'avant, la France, elle était meilleure. Car mon père, quand il est arrivé en France, il a été accueilli les bras ouverts. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, nous, ensemble, unis, on peut trouver des solutions, mais pas des solutions dans la stigmatisation. Et moi, les Gilets jaunes, ils me l'ont démontré. Ils me l'ont démontré. Ce partage des richesses, cet amour de la nation française, cette envie de dépasser ces clivages qui nous stigmatisent et qui ont été réfléchis par les appareils politiques traditionnels, de gauche comme de droite. Moi, à titre personnel, je déteste plus la gauche que la droite. Toutes les personnes qui me connaissent, ils vous le diront tous, Adama, il n'est pas politique. J'ai jamais voté de ma vie. Et lorsque j'ai voté, j'ai toujours eu le principe que le vote est une arme. Et que me dire aujourd'hui, on va réduire la révolte sociale du Gilet jaune à une frange identitaire, parce que certaines figures ont appelé à voter Marine Le Pen, moi, à titre personnel, moi, ça, je me le refuse. Et ensuite, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Mais alors, ceux qui ont voté, ceux qui ont appelé à voter pour Marine Le Pen, mais qui ont, comme Olive par exemple, ou d'autres, ce dimanche, ont bien expliqué que c'était s'ils étaient complètement opposés au pass sanitaire et vaccinal, qui n'ont pas été abrogés. Il y a beaucoup de gens qui demandent encore qu'ils soient abrogés, qui disent si Emmanuel Macron repasse, il y aura sûrement encore des passes sanitaires, des passes vaccinales. Donc comment est-ce que... comment vous réagissez à cet argument? Est-ce que vous le comprenez ou est-ce que vous dites bah non, vous êtes tombé dans un piège politique? Comment vous le voyez? Parce que, par exemple, Olive dit c'est pour protéger ma famille. C'est un vote pour protéger ma famille. Comment est-ce que vous le voyez? Eh bien, nous, dans les quartiers, dans les cités, on n'a pas le droit de protéger notre famille. Nous, dans les quartiers, dans les cités, on n'est pas des Français à part entière. Nous, dans les quartiers, dans les cités, on ne fait pas des luttes sociales. Nous, dans les quartiers, dans les cités, on ne subit pas la mauvaise gestion des bailleurs sociaux, comme l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui pèse 720 milliards d'euros. Pourquoi je vous dis tout ça? Car Olive n'est pas les Gilets jaunes. Non, laissez-moi finir. Dans le sens, c'est qu'il y a le mouvement politique des Gilets jaunes qui ont compris qu'il y a une large partie de la population qui ont besoin d'avoir une figure qui leur donne une certaine direction. Et il y a la révolte sociale du Gilet jaune. C'est-à-dire le Gilet jaune se représente par lui-même. Et c'était ça, là, sa force. C'est n'importe quel Gilet jaune peut prendre son téléphone portable, se faire un live, peut dire, voilà, moi, je vais aller occuper un rond-point. N'importe quel Gilet jaune, aujourd'hui, peut se dire que j'ai une force. Et aller dans les rues, je multiplie mes forces avec des personnes intègres et sincères, on ne parle pas de politique. Car notre pays va mal. Moi, j'entends certaines personnes me dire qu'ils dorment dans leur voiture alors qu'ils travaillent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à manger jusqu'à leur faim. Des personnes qui font 2 douches dans la semaine car elles n'ont pas d'argent pour payer de l'eau. Le b.a.-ba. On bouffe de la merde. On respire de la merde. Oh, on mange de la merde. Nos enfants sont déjà en danger. Pourquoi est-ce qu'on est omnibilé par notre nombriliste, par notre individualiste? Et c'est pas ça être français. On a une histoire. Et c'est ça, moi, qui me fait le plus mal. C'est quand moi j'entends certaines personnes parler de l'histoire de la France, parler de notre beau pays, parler de notre belle histoire, mais on lui crachant dessus en pensant que la droite identitaire peut être la solution. Moi, je suis un vrai patriote. Moi, je suis un vrai patriote. Personne des quartiers ne votera pour le Rassemblement national. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Aucune personne de quartier qui est humaniste, qui pense à son prochain. Mais moi, à titre personnel, j'ai vu des personnes de quartier me dire qu'ils vont voter Marine Le Pen. C'est pour cela que moi, j'ai peur, en fait, compte. Car il fut un temps, à mon époque, c'était juste impossible, inconcevable de penser voter une personne qui veut diviser la population française. Car moi, dans ma cellule familiale, ma belle-sœur s'appelle Aurore. Mon beau-frère s'appelle Benjamin.
Ma belle-sœur, elle s'appelle Binta. C'est-à-dire, nous, on est vraiment éclectique, on est vraiment représentatif sur ce qu'est la France. La France ne se représente pas par une couleur ou par une religion. Elle se représente par des partages de richesses. Et ces partages de richesses émanent de nos impôts. Mais vous, aujourd'hui, nos impôts? Ils sont aujourd'hui nos impôts? Ils sont aujourd'hui les personnes publiques qui doivent faire leur travail sur le territoire national. Il y a plus de 520 000 élus en France. Un élu pour 122 personnes. Ils sont toutes ces personnes-là. Eh bien, c'est à nous aujourd'hui, déjà, de faire en sorte qu'il y ait des réformes constitutionnelles, l'article 27, pour imposer le mandat impératif. Demain, Olive, ou n'importe quelle personne qui appelle à voter Marine Le Pen, il vient me dire que Marine Le Pen, elle est prête à changer la constitution, l'article 27, faire en sorte qu'elle et tous ses élus, ils ont le mandat impératif. Ils me disent qu'elle est prête à réformer l'article 69, le Conseil économique, social et environnemental. Le RIC, on le fera, mais au moins on a un gouvernement populaire qui devient décisionnel et qui bazarde le Sénat. Ils ne le feront jamais. Car dans cette sphère élitiste, ils ne se dénigrent jamais, ils ne se stigmatisent jamais, ils sont solidaires. Eh bien nous, je l'espère, en parallèle de cela, toutes les personnes qui mettent la lutte sociale, on sera indivisible, on se stigmatisera jamais, on avancera ensemble. Et lorsqu'on a des problèmes, on se le dit en off entre nous. On lave le linge sale en famille. Et normalement, face à cet État autoritaire, face à ce régime républicain, gilets jaunes, jeunes de quartier, jeunes de cité, ensemble, on ne veut plus que vous nous divisez avec des histoires politiques. Car moi, Olive, je donne cet exemple car Olive, c'est un frère. C'est une personne que j'aime, que j'ai pris sa défense. Sans les histoires politiques, moi, Olive, on ne se serait jamais divisé. Encore une fois, je veux vraiment pas qu'on fasse du Non, mais là, on donne un exemple, c'est un exemple connu, on se connaît tous, c'est un frère. C'est-à-dire, je ne dis pas de mal. C'est-à-dire, sans la politique politicienne, imposée par le régime républicain, car il nous impose un débat politique, moi et Olive, on ne se serait jamais divisé. Donc ça doit faire un appel de phare à tout le monde. Cette politique politicienne du régime républicain n'est pas adaptée aux inspirations des gilets jaunes et des jeunes de quartier, en règle générale, de la majorité silencieuse. On a le devoir de s'organiser en bonne intelligence, créer une réelle force en termes financiers, pour créer un réel réseau de communication, pour pouvoir imposer nos idées. Tant qu'on n'a pas compris cela, et que toutes nos actions doivent être empreintes de technicité et de juridique, on ne se fera jamais respecter. Et pour preuve, là, ils doivent rigoler sur nous, ces gens-là. Tu as des personnes qui appellent carrément à aller voter à Emmanuel Macron. Mais c'est des timbrés. Comment voter Emmanuel Macron? Voilà, on en rigole. C'est impossible, normalement. Il a tué notre pays. Il a fracturé notre pays. Il a mutilé des... J'en ai fait une marche avec des gilets jaunes, où ils ont fait une marche juste exceptionnelle de Marseille à Paris. On s'est tous rejoints à Versailles pour faire la dernière ligne droite pour aller devant l'Assemblée nationale. On a fini nassé et en garde à vue. Jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais finir en garde à vue avec une personne de 60 ans qui s'appelle Jean-Paul. Jamais. Jamais. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu des choses qui m'ont ouvert les yeux, que la stigmatisation, la violence d'État n'est pas du fait exceptionnellement des jeunes de quartier, des jeunes de cité. Non. C'est toutes les personnes qui contestent un État autoritaire, des directives qui ne répondent pas aux exigences de tout un chacun. Et à partir du moment où tu te dresses en bonne intelligence, et que ce régime républicain a bien compris qu'on est une minorité, et qu'il y a une grande majorité qui veulent bouger, mais qui ont peur de bouger, eh bien, ils font tout pour étouffer la révolte. Et que moi, j'espère vraiment, par rapport à tout ce qu'on a pu faire ensemble, c'est-à-dire les jeunes de quartier et les gilets jaunes, qu'on démontrera à toutes ces élites qu'on peut avancer ensemble, qu'on peut faire ensemble, que la France, elle est belle quand elle est unie, que la France, elle est belle quand elle élève le débat, que la France, elle est belle quand on ne reconnaît plus les couleurs, les origines, les identités de genre, les orientations sexuelles, les zones géographiques, les statuts sociaux. C'est des débats inutiles. Inutiles, et les enjeux sont trop importants. Donc du coup, là, après, voilà, ça fait 4 interviews. De ces 4 interviews, va ressortir que c'est plutôt l'abstention. En fait, c'est de ne pas jouer le jeu démocratique. C'est plutôt ça, le message? C'est pas un jeu démocratique, c'est un jeu républicain. Pour commencer déjà, c'est très important les sémantiques en politique. Et surtout, moi je pense que l'abstention, c'est juste une obligation. Okay. Et qu'on a une force par rapport à tout ce que moi j'ai pu voir sur le territoire national avec les gilets jaunes, que c'est eux l'avenir. Pourquoi je suis aussi dégoûté que ça? Car moi je le sais, j'ai fait plus de 2 mois de mobilisation devant les GPN. Il n'y avait pas de jeunes de quartier, il n'y avait pas d'habitants de cité, il n'y avait que des gilets jaunes. Lorsque j'étais interpellé, on m'a mis sur tous les canaux médiatiques. On a voulu carrément me donner une étiquette de terroriste, car c'est facile de dénigrer un jeune de quartier, un jeune de cité, d'origine malienne et de confession musulmane. Qui est venu à mon chevet? C'est des gilets jaunes. Et des 4 coins de la France, car eux connaissaient l'instrumentalisation de cet État autoritaire.
Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le salut pour la majorité silencieuse partira des Gilets jaunes. C'est les Gilets jaunes notre avenir. Mais j'espère vraiment qu'ils vont prendre conscience de la force qu'ils ont, car moi, je pense que c'est plus ça. Vu qu'ils pensent qu'ils sont faibles, eh ben, ils pensent aller voter la droite identitaire. Une minorité trop visible. Et ils engrainent une majorité silencieuse dans leur délire. Et c'est ça qui me fait vraiment mal. Adama Traoré, merci d'avoir pris le temps d'expliquer. Merci à vous, Et j'espère vraiment que, voilà, si j'ai dit des choses qu'on peut blesser ou toucher, c'est vraiment pas l'idée, car moi, je veux vraiment que, voilà, on s'élève tous ensemble. Donc, voilà. Le but ici, c'est vraiment de pouvoir discuter. Merci beaucoup pour votre invitation.